Mesdames et messieurs, l'honneur nous échoit cet après-midi de pouvoir procéder à la présentation du dernier ouvrage de l'écrivain Benoît Mundélé-Ngolo, dont il faut signaler, puisque c'est un jour exceptionnel, la célébration de son 73e anniversaire, du temps où il a plu au Très-Haut de le créer et de nous gratifier sa présence sur cette terre. Mon général, comme diraient ceux de votre corporation, très cher aîné, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire en ce jour mémorable. Mesdames et messieurs, du coq à l'âne, publié en 2002 aux éditions Emma, à ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure, en 2016, à la même maison d'édition. Voilà 14 ans que l'écrivain Benoît Mundélé-Ngolo nous invite à pérégriner dans son univers de fantasmes, de rêveries, d'un solitaire, comme dirait l'autre. Courtisé ou choqué par le spectacle affligeant qui s'offre à ses yeux, des yeux que rien ne loupe, même s'ils veulent détourner ailleurs leur regard. Alors, c'est son cœur généreux de général de division à la retraite qui voudrait que l'on offrit plutôt un carnaval à la manière de Rio qui prend un coup. Heureusement, ce coup ne se soldant pas par un chaos comme il affectionne bien à donner à ses lecteurs. Le 11e livre du général, très attendu par ces derniers habitués à sa sauce lyrique, piquante, hilarante, délirante et parfois irritante, voire militante, vient combler finalement les attentes de ceux qui, amoureux du football, qui a fait d'impatience de voir entrer sur le terrain le numéro 11. Le débordant ailier gauche de l'équipe du grand coach de la satire sociopolitique, le bien nommé Benoît Mundélé-Ngolo, sportif de renom, ancien international de son pays. Les Congolais aiment deux choses, mesdames et messieurs, de nos jours, le sport et la politique. Dans leur cœur balance ce couple et les livres de l'auteur à l'honneur ce jour obéissent au schéma technique et tactique d'une équipe de football. Ce n'est pas l'objet du décryptage critique de ce jour, mais il est porté pour nous, en tant que modérateur, d'aider ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de lire les 10 premiers livres du général Benoît Mundélé-Ngolo, de se les représenter comme les numéros 1 jusqu'au numéro 10 d'une équipe de football. Avec comme gardien du temple à la défense, bien entendu, du coq à l'âne, le premier ouvrage, donc le numéro 1, en assurant, merci, le gardien du temple, bien entendu, du coq à l'âne, en assurant les arrières. Ce gardien du temple se fera aider par le rideau défensif de sa plume. Pour calmer ceux qui l'ont compris, il les invite, déjà après le milieu du terrain, à fantasmer ensemble dans un snowpark. Cette écriture atypique qui pique la curiosité des puristes. C'est le moment choisi par le milieu de terrain offensif, suivant les consignes du coach Benoît, pour désarçonner la défense adverse très fâchée par une pichenette envoyée à l'un de ses jokers attaquants qui a morti le ballon. Poitrine bombée, s'excusant du dribble déroutant,
en marquant son adversaire en lui disant « Je plaide non coupable ». Il en profite pour faire la passe à un cocktail Molotov bourré de vérités détonnantes qui explose dans un snowprak. C'est un attaquant de pointe celui-là. Alors, la défense adverse paniquée commet une faute dans la surface de réparation des torts révélés. L'arbitre ne peut que siffler un penalty que transforme le numéro 10. Blague à part, toute vérité est bonne à dire. C'est le Ronaldo ou bien le Messi congolais. Mais le match n'est pas terminé, vous vous en doutez, puisque évidemment, le numéro 11 doit faire parler sa poudre, sa plume, voulais-je dire. Le percutant ailier gauche de l'équipe de la Muse de Benon Mondelengolo. Il va s'amuser avec le public. Que de dribble, le public va exulter. Et quand, à la fin, on va l'interviewer pour lui demander quel est votre secret de coaching victorieux, il va simplement dire « Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure. » Mesdames et messieurs, l'allégorie ci-dessus résume l'œuvre dense et magnifique du général écrivain Benon Mondelengolo qui, en bon coach, a donné à chacun de ses 11 livres une mission, un rôle à jouer pour que ses lecteurs se délectent, s'énervent ou se marrent, réfléchissent ou s'interrogent, s'amusent ou enragent, soliloquent ou suffoquent, s'inquiètent ou regrettent, bégayent ou s'égayent, délirent ou soupirent, pour découvrir dans quel état, mesdames et messieurs, vous serez à la fin de la lecture de ce 11e livre. L'auteur a fait appel à un panel d'hommes et de femmes d'écriture et de lettres. Ainsi, nous allons tour à tour appeler à prendre la parole Monsieur le professeur Mukala Kalima Nzuzi, en sa qualité d'éditeur, comme dit Supra, de cet ouvrage, puis Madame Alima Madina, en tant que poétesse et nouvelliste, va présenter l'ouvrage de Benon Mondelengolo et en dire une chose probablement en tant qu'écrivaine aussi. Puis, nous accorderons la parole à M. Ramsès Bongolo, romancier, essayiste, dramaturge, poète, critique littéraire et tout récemment éditeur. Un éditeur en puissance, mais un auteur plus que puissant parce qu'il a à son actif déjà 18 titres d'ouvrages. Enfin, Dieudonné Mukwamou Mwendo, enseignant à la faculté des sciences, de lettres et des sciences humaines, critique littéraire, prendra la parole avant que certainement l'auteur prendra la parole pour servir de tremplin avec les différentes interventions des uns et des autres. Mesdames et messieurs, en souhaitant à tous et à chacun une bonne écoute, une bonne concentration, une bonne réflexion, nous invitons Monsieur le professeur Kalima Nzuzi en tant qu'éditeur à bien vouloir prendre la parole. Professeur. Merci. Le rôle de l'éditeur ou d'un éditeur n'est pas de commenter des ouvrages qui publient. Le rôle de l'éditeur, il laisse ce rôle aux critiques littéraires. Le rôle de l'éditeur, c'est d'accompagner l'auteur dans la promotion qu'il fait de son œuvre. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. J'accompagne tout simplement l'auteur. Je ne suis pas là comme critique, ni comme commentateur, mais comme accompagnateur. C'est mon auteur, je l'accompagne. C'est l'œuvre que j'ai publiée, que j'ai éditée. Sur le 11 titres, sur le 11, vous comprenez pourquoi il y a une certaine complicité entre l'auteur et son éditeur. Il y a une certaine complicité liée à ce long compagnonnage, puisque depuis du coq à l'âne jusqu'aujourd'hui, il y a eu échange, il y a eu des malentendus qui ont été corrigés, qui ont été redressés. Il y a eu un travail de réflexion commun
sur l'écriture. Donc il y a cette complicité qui me fait dire que finalement je suis très heureux d'avoir le général Montenegro comme auteur, comme l'un des auteurs majeurs, l'un des auteurs importants des éditions Hénard. Alors, ce qu'il faudra peut-être que je signale, c'est que quand on est dans la littérature, quand on fait la littérature, quand on est dans le domaine des lettres, il y a deux pôles importants. Il y a le pôle de la production et le pôle de la réception. Un auteur, quand il écrit, quand il se décide à écrire, il fait des choix thématiques, des choix esthétiques. Donc il fait des choix. Il peut se dire, il peut se décider à suivre les sentiers battus. Dans ce cas, il devient un simple imitateur, comme il peut se décider à prendre des distances vis-à-vis de la littérature existante. Ce qui fait que quand on lit de nom Montenegro, depuis le premier livre, et c'est ça qui m'avait séduit d'ailleurs, c'est que j'ai constaté que c'est un auteur qui ne voulait pas suivre les sentiers battus. C'est un auteur qui prenait ses distances vis-à-vis des formes classiques de littérature. Quand on lit ces œuvres, depuis du coq à l'âne jusqu'à ce dernier, vous allez constater qu'il n'y a pas une forme précise. Il n'y a pas une forme précise auquel ou à laquelle il s'attache Mordicus. Vous prenez du coq à l'âne, il y a des formes versifiées, il y a également des formes en prose, tout simplement, des proses. Et dans tous les autres livres, il y a cette forme versifiée et il y a une forme en prose. Parfois, il y a une forme dramatique, c'est-à-dire des textes présentés sous forme de dialogue, comme au théâtre. Donc, il n'est pas attaché à une seule forme, mais il est attaché à plusieurs formes. Alors, ce qui fait que finalement, il est difficile, il y a eu tout un débat là-dessus, il est difficile de le ranger dans une catégorie générique précise. Il est difficile aujourd'hui de dire Benoît Montenegro, c'est un prosateur, c'est un poète, c'est un essayiste, c'est un dramaturge. Il est difficile de dire, puisque son œuvre charrie toutes ces données-là, son œuvre charrie toutes ces formes. Mais ce qui m'a plu personnellement, c'est de constater que quand il choisit une forme, disons, la versification, cette versification n'est pas orthodoxe, n'est pas conforme à la versification française, à la versification classique. Mais c'est une forme qu'il adopte et qui est là comme pour obéir à des injonctions intimes, à des injonctions personnelles qui n'ont rien à voir avec le genre littéraire classique. Quand je prends le dernier livre, et le titre d'ailleurs, c'est L'Élie sorcier, édition du provocateur, je le jure, on voit tout de suite que ce qui importe chez Benoît Montenegro, c'est ce souci de la communication, de communiquer. Il cherche à communiquer. Et toute son œuvre, la forme qu'il adopte, va dans ce sens-là, le souci de communiquer. Quand on prend ce titre, c'est L'Élie sorcier, édition du provocateur, je le jure, quelqu'un qui tiendra de tels propos se range automatiquement dans un domaine précis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se défend, c'est quelqu'un qui répond à des questions, c'est quelqu'un qui est à la barre. Et il jure que ce texte que je vous propose, ce que j'ai dit, n'est ni sorcier, ni sédition du provocateur. Il est dit, c'est-à-dire il prend position, il dit, il cherche à se protéger, il cherche à se protéger, il cherche à se défendre. Il prévient des malentendus. Il prévient des malentendus et il essaye
de prendre le devant pour corriger ces malentendus-là. Donc, quand un auteur écrit, il y a cela. Il fait des choix, c'est vrai. Et chez Benoît Mundélé-Ngolo, ces choix sont clairs, c'est le refus des formes classiques. C'est le refus des formes classiques. Jusqu'à la ponctuation, c'est le refus de formes classiques. Et en refusant des formes classiques, il essaie de mettre en place des formes qui lui sont propres. Il a appelé ce tract que d'autres appelleront autrement, mais des formes qui lui sont propres. Mais maintenant, nous avons un deuxième pôle. C'est celui qui reçoit l'œuvre de Benoît Mundélé-Ngolo. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pour le premier pôle, l'auteur a ses convictions. Et ces convictions se traduisent à travers ses œuvres. Mais c'est le second pôle qui me semble intéressant, tout aussi intéressant, pour une raison très simple. Et chaque fois que j'ai lu un livre de Benoît Mundélé-Ngolo, on me pose toujours la même question: pourquoi Benoît Mundélé-Ngolo une fois de plus? Pourquoi? Et chacun interprète ce qu'il lit à sa façon. Donc le second pôle, c'est celui du lecteur. Depuis l'éditeur jusqu'au lecteur, vous et moi. Donc c'est l'interprétation. Pourquoi il a écrit ça? Pourquoi il dit ça? À qui fait-il allusion? Et on cherche à mettre des noms sur les personnages. Et ça, c'est l'erreur que souvent les lecteurs commettent, puisqu'une œuvre littéraire, du fait que c'est une fiction, échappe aux contingences matérielles. Du fait que c'est une fiction, cette interprétation qui est souvent à désirer et qui induit des querelles ou des contradictions ou des malentendus qui n'ont pas beaucoup de sens, poussent à des questions comme pourquoi Mundélé-Ngolo, c'est une œuvre séditieuse, c'est une œuvre provocatrice, c'est une œuvre qui est contre ceci, contre cela. Alors quand on dit ça à un éditeur, qui lui a une autre conception de la littérature, parce que quand on écrit en fonction de la conception qu'on se fait de la littérature, et quand on lit en fonction de la conception qu'on se fait de la littérature, et quand on dit cela à un éditeur qui a une conception autre de la littérature, vous voyez, il y a des situations et parfois malheureuses. Alors, ce qui m'a intéressé également dans ce livre, et c'est ça qui fait l'intérêt justement du travail de Benoît Mundélé-Ngolo, c'est-à-dire qu'il y a une certaine recherche sur le plan de la forme, une certaine recherche. Alors, vous prenez le titre, la disposition du texte titulaire, vous allez vous rendre compte qu'il est en forme pyramidale. Enfin, lui, l'auteur parle de trapézoïdale, mais on peut aussi parler de pyramidale. Il y a une base qui s'élargit et il y a une sorte de sommet. Donc c'est cette forme-là. Et quand on prend les différents poèmes, chaque poème est polyvalent, pas seulement au niveau des thèmes, parce que les thèmes sont éternels depuis la Bible, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent, avec des variantes, des variations, mais ce qui fonde véritablement un écrivain, c'est la forme qu'il utilise, la manière dont il dit toutes ces choses-là. Et ici, dans ce livre, et c'est ça qui m'avait séduit personnellement, chaque poème, chaque texte, voilà, je me suis trompé, j'ai dit poème, mais ce ne sont pas des poèmes, chaque texte a une forme pyramidale. Il fait que finalement, d'un texte à l'autre, ce n'est pas toujours la même forme, mais il ne s'agit pas des calligrammes. Nous avons connu des calligrammes dans le temps, avec des écrivains, des poètes, des surréalistes, mais ici il ne s'agit pas de calligrammes, mais c'est des choix, des formes qu'il adopte, et ces formes, la question qu'on pourrait lui poser, ces formes trapézoïdales, quel sens est là dans son écriture, dans sa pensée, cette forme trapézoïdale.
Voilà ce que je peux dire en peu de mots de ce livre, dernier livre de Benoît Mondélé-Ngolo, le souci de communiquer, qui est évident, une recherche sur le plan de l'écriture, sur le plan des formes, affirmation, confirmation de cette forme qu'il a nommée lui-même de snowpack, et surtout cette liberté, ce refus de l'autocensure, cette liberté de parole, cette liberté de parole, cette liberté de dire un certain nombre de préoccupations qu'il habite. Et c'est en cela que Benoît Mondélé-Ngolo apparaît dans la littérature congolaise comme un auteur qui a son chemin, qui a tracé son chemin à lui et qui continue à creuser son sillon et qui continue à ensemencer. Et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Vous nous avez prévenu qu'en tant qu'éditeur, vous n'aviez pas joué le rôle de critique, mais le péché mignon est là. Ce que vous nous avez dit n'est ni plus ni moins qu'une ébauche de critique, parce que c'est une partie de vous-même, vous ne pouviez pas vous en passer. C'est tout à l'honneur de l'auteur qui vous a fait une confiance renouvelée 7 fois, le chiffre 7 sacré. Eh bien, merci beaucoup, professeur, et je sais que ceux qui vous ont entendu se sont déjà enrichis comme d'habitude. Nous allons passer le témoin à la fleur de notre panel, l'écrivaine Halima Madina, pour la présentation, sinon son ressenti après avoir découvert une fois de plus la plume de Benoît Mondélé-Ngolo. Madame, vous avez la parole. Je remercie Monsieur le modérateur de m'accorder la parole. Je suis très heureuse de me retrouver une fois de plus dans ce panel et je remercie particulièrement l'auteur du jour d'avoir une fois de plus porté son choix sur ma modeste personne et de m'avoir fait confiance. J'en suis reconnaissante. Je salue toutes les personnalités, les femmes et les hommes présents dans la salle. Mesdames et messieurs, distingués invités, passons à la présentation de cette œuvre. Publié en mai 2016 aux prestigieuses éditions Emma, cet ouvrage du général écrivain Benoît Mondélé-Ngolo compte 135 pages. En couverture, en dehors du titre, on a la remarquable photo de l'auteur, la main droite levée, à la manière d'un homme prêt à dire toute la vérité. Et c'est le titre qui dégage la substance de cette vérité. Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure. Ainsi, avant de nous permettre de nous imprégner de son contenu, l'auteur justifie le titre de son œuvre en nous faisant croire qu'il ne s'agit ici nullement des élucubrations fantasmagoriques, des pratiques mystérieuses qui exercent une action néfaste sur les humains, autrement appelée sorcellerie. Selon l'auteur, le contenu de cette œuvre ne vise non plus un quelconque soulèvement contre l'autorité établie. La couleur rose qui embellit la couverture du livre ne traduit pas du tout un élan d'amour volage, plein d'épines, mais un élan d'amour, de bonté et de générosité d'un auteur animé tout simplement par le but d'édifier les lecteurs sur des questions précises qui visent le bien-être de l'humain dans la société. Dans ce livre, l'auteur se bat pour l'égalité de la condition humaine. Découvrons comment il annonce les couleurs. Ce livre qui comprend 135 pages,
qui compte 135 pages, comprend 3 grandes parties. La première partie va de la page 7 à la page 26. La deuxième, de la page 27 à la page 115. Enfin, la dernière partie commence de la page 116 à la page 134. La première partie comprend 2 volets. Découvrons la quintessence de cette première partie. Par une réminiscence digne d'un rigorisme platonicien, l'auteur nous fait découvrir un climat parfait du vivre ensemble qui régnait autrefois dans la société gothique. Belle était cette période, pleine de loyauté, sans hypocrisie, où, en dépit des querelles, des railleries, pratique inévitable dans toute société, la compassion luisait dans le regard des uns et des autres. Belle était cette période où époux et enfants ne s'immisçaient pas dans les désaccords des parents. Inoubliable est dans cette période où le malheur des uns ne faisait pas le bonheur des autres. La nostalgie de cette vision collective de la société mouchie d'autrefois, ce fair play chevaleresque perdu, est la source d'inspiration qui fera jaillir de l'entendement de l'auteur la quintessence de cette œuvre. Toutefois, l'auteur prend le soin de juger la crédibilité de son style d'écriture dans le deuxième volet de cette première partie qui apparaît comme une introduction. Mais le pari est gagné dans la mesure où les grands critiques littéraires, les différentes personnalités qui ont accordé leur voix à ce sujet n'ont pas trouvé les failles dans le style usité par l'auteur. C'est dans ce sens que le président de l'association des critiques littéraires de Kinshasa s'interroge en ce terme. La querelle du style a-t-elle un objet? Un peu plus loin, il nous dit: ne tirons pas sur le pianiste, jouissons plutôt du concert. Pour ma part, pour notre part, nous nous demandons, que peut-on reprocher à un homme qui a cru en lui, qui a su fouiller, creuser au fond de lui, repérer la prose qui s'y déploie, afin de partager la beauté de ses rêves en y mettant sa force et toute son intelligence? Que peut-on reprocher à cet homme sur son style d'écriture, quand on sait en toute vérité qu'il n'est pas facile de créer à partir du néant? Tati Luta nous disait si bien que la main qui crée tremble. Le commun des mortels, habitué à écrire selon le schéma tracé par le maître, doit jeter les fleurs à la créativité du général Benoît Mondele Ngolo, qui rend avec l'odeur du père. Les terroristes intellectuels qui tentent toujours d'intimider les créateurs des belles œuvres n'auront pas gain de cause sur cet auteur bien déterminé qui se définit tout simplement comme un humain qui s'adresse à l'humanité. La parenté est bien visible entre sa pensée et celle des grands auteurs classiques, comme Boileau par exemple, qui, en s'attaquant au vice et au ridicule, ces auteurs ont exercé une profonde réflexion sur l'homme. Après avoir décortiqué cette partie introductive, en quelque sorte, introductive de l'œuvre, essayons de découvrir la partie centrale de l'œuvre, Cette seconde partie va de la page 27 à la page 115. C'est cette partie qui fonde l'œuvre. C'est une prose philosophique, une subtilité usitée par l'auteur pour livrer son message. Ici, on découvre un auteur qui s'indigne devant la détérioration d'une société. On découvre un auteur qui dévoile le vrai visage des hommes politiques. Un auteur qui touche du doigt les causes qui minent la vie dans une société.
il le rend clairement avec des thèses généralement admises. Et il nous présente 100 textes. Dans cette partie est composée de 100 textes. 100 textes qui sont des thèses irréfutables, qui combattent les vices pour rendre viables les nobles sentiers de la vie. Et à la fin de chaque argument, comme depuis les premières pages, l'auteur signe, il confirme, ni séditieux, ni provocateur, je le dis, je le jure, c'est simplement rationnel. Passons maintenant à l'examen de la deuxième partie. Enfin, entrons dans la quintessence de la deuxième partie. Mesdames et messieurs distingués invités, des intellectuels, philosophes et scientifiques, des intellectuels, philosophes et libres penseurs s'accordent à définir l'homme comme un être doué de raison. La raison, cette faculté qui nous permet de nouer un dialogue avec le monde, permet d'abord à l'homme de tisser un dialogue avec lui-même. Quand l'homme noue ce dialogue avec lui-même, il se définit comme celui-là qui se fait accompagner d'un savoir. En d'autres termes, il se définit comme un être conscient. La conscience, dans le sens étymologique, est le fait de s'accompagner d'un savoir, de détenir un savoir. Ce qui se trame dans la conscience n'est pas à la portée des autres. Alors, dans cette partie du travail, comme premier texte, l'auteur nous dit, au lieu de perquisitionner les domiciles pour y trouver les choses illicites, souvent cachées, comme les armes, la drogue, la fausse monnaie, on devrait aussi perquisitionner leur conscience. On y découvrira alors, dit-il, les sentiments cachés, tant d'autres défauts, comme l'hypocrisie, la roublardise. Et dans sa quête, l'auteur constate que le bon sens, tant vanté par Descartes, n'est pas l'unique chose la mieux partagée au monde. Le sens contraire du bon sens est aussi la chose la mieux partagée, c'est-à-dire l'orgueil, la ruse, la naïveté. L'orgueil, la ruse, la naïveté habitent aussi l'homme. Du coup, l'auteur admet, tout comme le rationaliste français, que l'homme doit dompter les penchants néfastes pour le corps, ces penchants néfastes qui relèvent de l'animalité. Parce que ces penchants peuvent je reprends la phrase. Pour l'auteur, il faut dompter ces penchants néfastes qui relèvent de l'animalité. Au nombre de ces penchants néfastes, on a ici la libido débordante, qui peut rabaisser l'homme au rang d'un bonobo, capable d'engendrer près de 100 enfants. Selon lui, il est déshonorant pour un homme de ne découvrir ses enfants que lors de ses différents anniversaires au soir de sa vie, à l'heure où le poids de l'âge déboussole déjà le psyché. Dans cette œuvre, l'auteur apparaît comme un homme qui maîtrise à la fois les textes qui fondent les dogmes religieux et ceux de l'universelle sagesse antique. Aussi, nous dit-il, ne répondez pas aux bienfaits comme Lucifer. Les bonnes conditions de travail permettent à l'homme de bien accomplir sa tâche. Il est aberrant, navrant, minable et choquant de passer son temps à applaudir, à idolâtrer les personnes qui se font passer pour des dieux. Répondre à quelqu'un qui vous insulte par le silence est une insulte plus offensante que l'insulte que vous avez reçue. Il ne faut pas faire à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse.
L'avortement est un crime d'homicide volontaire sur un être sans défense. Les droits vont de pair avec les devoirs dans la vie de couple. Toujours dans cette partie, l'auteur rejette la thèse selon laquelle l'argent n'a pas d'odeur. Selon lui, l'argent sale pue la corruption, la prostitution, le sang des innocents. L'auteur pense fermement que l'honneur nourrit son nom. Être sage ne signifie pas se dépouiller de son honneur. Un grand homme est celui qui garde sa grandeur, sa présence, sa maîtrise face aux provocations osées des parvenus de tout acabit. Il faut dire que la loi du talion apparaît aussi dans l'œuvre de l'auteur lorsqu'il écrit « Quand vous êtes atteint dans votre honneur et dans votre dignité, il faut répondre à vos offenseurs avec les mêmes armes. Il faut également les humilier, à défaut de cracher par terre ou sur leur visage. Chaque fois que vos yeux se croiseront quelque part, répondez-leur par un silence méprisant. » La question des origines n'échappe pas à l'auteur. Nul n'ignore que la question des origines fait couler beaucoup d'encre. L'humanité compte des milliers d'apatrides. Il serait donc acceptable, pense l'auteur, que certains grands pays qui clament haut et fort la légalité, la liberté et la fraternité tranchent cette question de manière inclusive pour que les droits de tous les citoyens riment avec des véritables droits de l'homme. Pourquoi, dit-il, n'a-t-on jamais évoqué la double nationalité de certaines personnalités françaises, par exemple? Ainsi, il est donc impérieux de discerner le vrai du faux, de rejeter avec force le mensonge, de combattre l'égoïsme, un facteur négatif et une source des guerres. Et nul n'ignore qu'après la guerre, il est difficile de rétablir une véritable paix. Parlant de la paix, l'auteur rompt ici avec les thèses erronées dont le monde admise, qui disent par exemple qui veut la paix prépare la guerre. Eh bien, selon l'auteur, pour établir véritablement les conditions de paix dans la société, il ne faut pas organiser des élections floues. Confère page 35. La non-transparence des élections est une cause de guerre, c'est-à-dire l'absence de paix. On ne peut pas bâtir la paix sur les ignominies, les injustices sociales. Le non-crépitement des armes ne nous renvoie pas à la paix. Si certains ont le ventre plein à craquer, en circulant dans la cité, chantant à gorge déployée, pendant que d'autres, le ventre vide, affamé, sont là pour écouter les louanges faites à la paix, il est difficile que la paix s'instaure. La vraie paix, dit-il, a pour principe fondamental l'amour du prochain, l'amour du voisin, l'amour de tout le monde. Si vous, mesdames et messieurs, distingués invités, dans ce petit parcours qui nous fait déjà comprendre, attendez, permettez-moi, voilà, dans ce parcours, nous devons nous demander qu'en est-il de la femme dans cette galère du moment. La dextérité de l'auteur nous traduit bien la complexité de la nature féminine. Dire que ce que femme veut, Dieu le veut bien. Avec cette thèse, c'est dire que les femmes peuvent être capables de tout. Malheureusement, la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne saisit pas les opportunités qui s'offrent à elle. Elle
ne se contente que de se pavaner dans les manifestations politiques en exhibant parfois un maquillage débordant. Dans cette œuvre, l'image de la femme n'invite pas au romantisme ni à l'évasion sentimentale. L'auteur présente la femme comme un être instable, incapable de se définir, incapable de justifier même les causes d'une séparation. Son flair ne vise que la bourse, les deux acceptions du concept. Selon lui, la dignité des femmes âgées réside simplement dans l'art de se consacrer à leur descendance. Enfin, l'auteur a abordé aussi des questions portant sur la politique. Nous savons que généralement, la politique apparaît comme la science, se définit comme la science qui vise l'organisation de la cité. Mais dans son œuvre, l'auteur présente autrement la politique. Selon lui, la politique est le sport prisé des gens de mauvaise foi et de mauvaise moralité qui la pratiquent en changeant les règles de jeu quand il veut, sous le contrôle du peuple, d'ici. Et pourtant, chaque acteur se barricade derrière les humilités de toutes sortes, quitte à changer brusquement de nationalité du jour au lendemain pour bénéficier de l'impunité totale quand le peuple veut jouer son rôle pour sanctionner les impétrants qui ont commis les fautes. Confère page 58-59. Et un peu plus loin, l'auteur définit encore la politique comme un jeu de personnes de mauvaise foi qui la pratiquent sans tenir compte de la parole donnée, page 70. Selon lui, dans les pays sous-développés, l'art de faire la politique, qui devrait être un véritable sacerdoce au sens fort du terme, prend une autre tournure. Les dirigeants politiques cultivent et entretiennent. Ceux qui vont suivre Madame tout à l'heure vont aller dans ce sens-là. Enfin, la dernière partie, c'est la conclusion. Et vous avez bien compris la chute du mot de Madame Halima qui va être relevé, si justement, et avec beaucoup d'emphase, beaucoup de substances mises en facteur par Monsieur Ramsès Bongolo, parce que critique littéraire, c'est sûr et certain qu'il va ressortir ce que vous attendiez du cœur de l'ouvrage de Benoît Mondélé Ngolo. Ramsès Bongolo, vous avez la parole. La classification du Sotrac et enfin le dévoilement de la nature humaine, rendant l'implicite et l'anticipation dans « Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure ». Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure, le général écrivain Benoît Mondélé Ngolo s'ouvre par un prélude purement anecdotique que l'auteur, qui a plus d'un tour dans son sac, a intentionnellement placé au seuil de l'ouvrage tel un remède moral, une anesthésie prophylactique ou un baume salutaire sur les éventuelles blessures que la lecture de son opus pourrait produire dans les cœurs. Cette introduction qui attire l'attention sur le fair-play chevaleresque dans la culture mochi semble susciter des pensées, des impressions que l'auteur n'a pas réellement formulées et qui néanmoins pèsent de tout leur poids. Quelles que soient les divergences, quel que soit ce qui pourrait être dit ou entendu dans ce livre, la tradition mochi prône le fair-play et la fraternité. Analytiquement, Benoît Mondélé Ngolo laisse entendre que le fair-play est un instrument moral non négligeable de la culture mochi. Cette insinuation subtile nous invite à méditer rapidement sur un fragment de texte de Jacques Perret. On ne dit pas d'un escrimeur qu'il est lâche parce qu'il dissimule son intention de riposter en dégageant.
Il est de glorieuses fourberies, nous en connaissons pas mal sous le nom de fair play, sans parler des illustres perfidies drapées à la grecque. Le choix de cette citation n'est pas anodin, puisqu'il se marie harmonieusement avec le tempérament de Benoît Mondelengolo, qui, à mon sens, est un, entre guillemets, habile escrimeur, un virtuose de l'espièglerie, une plume goguenarde, dont les publications frappent d'estoc et de taille pour donner et défendre ses points de vue. Pour preuve, la phrase « Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure », que l'auteur a la malice ou la fâcheuse habitude de brandir à chaque réponse est une formule de clôture à cheval entre l'ironie mordante et la belle hypocrisie qui caractérise notre époque. À ceux qui pourraient être choqués par cette formule consignée 110 fois dans le corps du texte, la plume perspicace de Benoît Mondelengolo a eu la bonne intelligence de buriner un prélude qui se résume dans une citation de Jean Laurent d'Alembert. « Soyez indulgents, ce n'est qu'une espièglerie. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans la petite espièglerie qu'il vient de faire. » Le texte suivant est un jeu de questions-réponses qui cerne les multiples interrogations qui pourraient éventuellement découler de la lecture de ce livre, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans la compréhension du jury et du lectorat, afin que tous comprennent une fois pour toutes que ce livre n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, puisqu'il le jure, Benoît Mondelengolo, en maître renard, répond anticipativement, non sans ingénieuse plaisanterie et sa ruse habituelle, aux questions pertinentes et délicates d'un jury composé de lectrices et de lecteurs imaginaires. Ce rude exercice dont l'effet recherché est implicitement d'étouffer dans l'œuf toute tentative de culpabilisation pour crime de lèse-majesté, si tant est que le contenu puisse se révéler outrageux, ce rude exercice, disais-je, révèle l'empreinte de l'anticipation dont ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure. Dans cette partie du livre où alternent questions et réponses, Benoît Mondelengolo nous offre un pot-pourri littéraire, c'est-à-dire un mélange de textes et d'avis d'une panoplie de 13 analystes contemporains sur la question encore irrésolue de la classification du snowpack. De Théophile Obenga à Liski Hindou, les avis sont très intéressants, et même si le doyen Lubusa Menda, président de l'Association des critiques littéraires de Kinshasa, suggère de banaliser la querelle du style et nous exhorte à ne pas tirer sur le pianiste et à jouir plutôt du concert, il n'en demeure pas moins vrai qu'aucune âme réellement investie du sens de la critique ne serait passée à côté d'un débat aussi croustillant. Qu'il me soit donc permis, en dépit du souhait de l'auteur, exprimé par l'auteur de mettre fin au débat de son style, de donner mon humble avis. Grand 2, décryptage et classification du snowpack à la lumière de la psychocritique. Selon Benoît Mondelengolo, le snowpack est le style qui ne répond pas aux recommandations académiques. Grand A, l'identité littéraire du snowpack. En langue scientifique, la valeur du nom est absolue. Pentagone, triangle, acide sulfurique disent avec une précision rigoureuse ce qu'ils veulent dire. C'est pour arriver à ce résultat que l'on a créé les nomenclatures. La nomenclature chimique d'abord, d'autres ensuite, comme celle des poids et des mesures, sous la Révolution et de nos jours, celle de l'électricité, souligne Ferdinand Bruno, dans la pensée et la langue. Inutile de préciser que cela est aussi valable en langue littéraire, ou pour être plus précis, dans la science littéraire qu'est la critique littéraire. Comme Buffon, je suis convaincu que toutes les fois que dans une méthode on ne s'occupe que du sujet, qu'on le considère seul et indépendamment de ce qui lui ressemble et de ce qui en diffère, on ne peut arriver à aucune connaissance réelle, encore moins s'élever à aucun principe général. De là, le questionnement suivant. Qu'est-ce qui ressemble au snowpack et en quoi est-il si différent des autres styles? Réponse, le snowpack est un enchevêtrement de genres littéraires multiples et variés dont le découpage rappelle tantôt des vers libres, tantôt des psaumes. Non seulement il diffère des autres genres par sa liberté de basculer d'un genre littéraire à un autre, mais encore par la symétrie du texte et la numérotation des paragraphes. Tout cela lui confère un caractère particulier qui, en plus de le désolidariser des styles traditionnels, ne facilite pas sa classification dans la nomenclature des genres littéraires.
Il devient donc, du fait du caprice créatif de l'auteur ou de l'innocence de sa plume, une exception à la règle, une écriture marginale ou une marginale de l'écriture. Peut-on à la fois être l'expression de la marginalité et être un style? Peut-on simultanément être avec Dieu et contre Dieu? Bref, le snowpack est-il classable? Mes prédécesseurs ont déjà dit non, et je pense qu'ils n'ont pas tort de le dire, puisque le snowpack ne ressemble à aucun autre style. Toutefois, si le snowpack ne ressemble à aucun autre style, c'est qu'il est en lui-même un style. Non pas un style qui n'obéit pas aux recommandations académiques, comme le nomme son créateur, mais un style qui porte bien des noms. L'anticonformisme littéraire, le non-conformisme académique, le déviationnisme artistique, l'indépendance intellectuelle. Des quatre appellations qui expriment la même réalité ou disent la même chose, je m'accrocherai tout au long de mon argumentation à la première, l'anticonformisme littéraire, qui, à mon humble avis, circonscrit avec exactitude l'univers culturel, le champ d'action et le positionnement de Benoît Mondelengolo dans le catalogue des styles. Il y a une chose dont je suis absolument sûr, il n'existe en fait que deux grands groupes littéraires, les conformistes et les anticonformistes, les autres n'étant que des sous-groupes, et de même que rien n'existe au-delà du conformisme et de l'anticonformisme, rien ne peut être au centre du conformisme et de l'anticonformisme. Contrairement en politique où les formes d'hybridité sont autorisées du fait de l'éternelle inconscience de l'homme politique, inconscience très souvent motivée par l'appât du gain, le manque du sentiment de patriotisme véritable ou de volonté de servir dignement la cité, le centralisme littéraire est inexistant pour la simple raison qu'en littérature, il n'y a que deux choses, être ou ne pas être. Formule empruntée au brave Hamlet, personnage principal de la comédie éponyme en cinq actes du grand dramaturge britannique William Shakespeare. Dans le cas qui est le nôtre, être ou ne pas être se résume à deux grands groupes, le conformisme et l'anticonformisme, c'est-à-dire le conformisme et ses sous-groupes ou genres littéraires, respectueux des préceptes littéraires d'une part, et l'anticonformisme et ses sous-groupes affranchis des préceptes littéraires d'autre part. Au-delà, c'est le vide, et au centre, c'est le néant, car en littérature comme en religion, tout gravite autour de la dualité. Littérairement parlant, le dualisme se réfère au conformisme et à l'anticonformisme. Ma vision de l'anticonformisme. Ma perception de l'anticonformisme est non pas celle d'un genre, mais d'un anti-genre. Question. Si l'anticonformisme était un anti-genre, aurions-nous tort de voir en Benoît Mondelengolo une sorte d'anti-écrivain? Si la réponse est non, alors pourquoi se refuse-t-il de se conformer à la logique des écrivains qui voudraient que chacun écrive selon un genre bien établi ou que l'écriture, combien même inconsciente ou innocente, réponde à ce qui convient d'être perçu comme un style ou un genre littéraire? Mais si la réponse est oui, qu'il nous soit donc permis d'expliquer ce que nous entendons par anti-écrivain, mot qui surtout ne doit pas être observé dans son sens littéral, mais qui mérite d'être épluché pour en sucer la substantifique moelle. Car aussi simple que cela puisse paraître, ce mot ne désigne pas une sorte d'antithèse de l'homme des lettres, mais dénote une sorte de pathologie littéraire qui oblige l'auteur à écrire, entre guillemets, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou à voguer librement dans l'écran, dans l'océan de la muse, tel un bateau qui a perdu le nord. Ici, le mot « folie créatrice » entre guillemets, sort du cadre de la figure de discours pour être adopté stricto sensu ou au pied de la lettre. Nous l'avons dit supra, le snowpack est une sorte de pathologie littéraire, c'est-à-dire un anticonformisme plus ou moins imprudent qui se veut être l'image de marque d'un auteur qui se plaît à naviguer à contre-courant. L'un des schémas qui traduisent le mieux cette curieuse réalité est celui d'un homme qui, bien que doté de toutes ses facultés mentales, aime à penser que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, et que tantôt il se lève au nord, tantôt au sud. Son imagination débordante et ses tendances avant-gardistes l'enferment dans une sorte d'espace personnel, de fantasme qui se traduit par une déconnexion des normes académiques. Benoît Mondelengolo pénètre dans l'univers littéraire avec les lunettes d'un avant-gardisme abyssal, si profond qu'il modifie sa perception des couleurs littéraires pour le réduire à la condition de daltonien des lettres, de celui qui est désormais incapable d'écrire sans sombrer dans la dépravation des genres littéraires. Contrairement au daltonien ordinaire, ce que j'appelle le daltonisme littéraire est un refus systématique, conscient ou inconscient, de se conformer à la logique littéraire traditionnelle ou de respecter les genres stylistiques conventionnels.
Grand B, fonctionnement de la pensée de Benoît Mondelengolo. Écriture hétéroclite, le snowpack est d'un point de vue psychologique l'expression d'un malaise qui se juge par la conduite littéraire hétérodoxe de son géniteur. On est tenté de croire que l'âme de Benoît Mondelengolo s'est identifiée à la réalité virtuelle qui s'est créée dans son écran mental. Une réalité extra-orbitale qui fait de lui un véritable électron libre, entre guillemets, un satellite, un écrivain iconoclaste qui gravite autour du noyau ou de la sphère des genres littéraires, soit par désir ardent d'innovation, soit par impuissance d'adaptation ou par pur sentiment de supériorité. Ce style original ou attitude anticonformiste pourrait bien être l'expression d'un malaise psychologique face aux traditions artistiques, d'une gêne ou d'un sentiment désagréable et incontrôlable qui se traduisent par un refus immédiat et permanent d'adhérer ou de se soumettre aux recommandations académiques, à l'exemple des rares avant-gardistes du monde de l'écriture. Mais peut-on parler d'avant-gardisme ou en mesurer les avantages et les inconvénients sans se référer à la vie des grands hommes? Petit a, privilège et handicap de l'avant-gardisme dans la vie des grands hommes. Le problème avec l'avant-gardisme, c'est qu'il est une sorte de couteau à double tranchant. Soit il vous anoblit, comme Victor Hugo, Gabriel Garcia Marquez, Claude Simon, Alexandre Fleming ou Albert Einstein, soit il vous avilit comme Jean-Jacques Rousseau, Émile Zola, Galilée ou Isaac Newton. Mais comme le scientifique qui veut faire triompher une vérité, le philosophe qui défend un idéal, l'artiste ou l'écrivain qui innove un courant, l'avant-gardiste doit s'armer de courage et garder à l'esprit que tôt ou tard, la reconnaissance viendra, comme ce fut le cas de Jean-Jacques Rousseau et d'Émile Zola dans le monde des lettres, ou de Galilée et d'Isaac Newton dans l'univers des sciences. L'avant-gardiste potentiel se doit de croire en son fort intérieur que l'humanité, naturellement vouée à l'évolution, finira par adopter sa démarche si tant est qu'elle apporte un plus à l'humanité. Car le monde, vous le savez, est plus enclin à décourager, à user d'un ton inquisitorial qu'à encenser la nouveauté ou la singularité, surtout lorsqu'elle remet en cause les conventions et les idées reçues. Sachant qu'il n'y a qu'un pas entre le génie et le ridicule, une question me vient à l'esprit. Qu'est-ce que le snowpack peut apporter à notre société ou à notre patrimoine artistique ? Un inconnu disait « La perfection, ce n'est pas de faire quelque chose de grand et de beau, mais c'est de le faire avec grandeur. » Quand un style, un genre ou un domaine artistique est exécuté avec maestria, virtuosité ou grandeur, on peut alors parler de perfection, car la perfection n'a de sens que lorsqu'elle se justifie par une réalisation matérielle ou immatérielle. Benoît Mondelengolo est un perfectionniste qui manipule son snowpack avec grandeur. Une grandeur qui se manifeste par une dextérité admirable, une constance héroïque doublée d'une ferveur inébranlable. Au-delà du déviationnisme ou de l'iconoclastie de son style, son écriture libre et bourlingueuse, qui est loin d'être une sous-littérature ou une paralittérature, sait allier sagesse et ironie, ruse et franchise, sarcasme et quête d'innovation radicale en une merveilleuse acoustique des mots. Mais des mots non alignés dans la règle des genres, des mots géographiquement centralisés, des mots géométriquement triangulaires qui prennent tantôt la forme d'une coupe, etc. Des mots dépaysés, exportés ou exilés dans, entre guillemets, l'île imaginaire du snowpack, qui d'ailleurs ne devrait plus être appelé ainsi, mais plutôt l'anticonformisme mondelengolien. Pour répondre à la question susmentionnée, Benoît Mondelengolo laisse à la postérité un bel héritage artistique, un nouveau style dont le Congo peut se targuer d'être le berceau et dont je serai certainement le premier disciple, puisqu'il s'y est de valoriser les créations artistiques nationales. Grand 3, dévoilement de la nature humaine dans les 100 textes. Comme Charles Montesquieu qui pense que dans une nation où la force, le courage et la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c'est-à-dire de la poltronnerie. Benoît Mondelengolo fustige l'hypocrisie, la lâcheté, la dissimulation, la roublardise, l'orgueil, la naïveté et le ridicule. Cette partie du livre témoigne du caractère essayiste de cette publication dont la prose rime parfaitement avec le qualificatif « pensée libre », car elle regroupe des réflexions diverses sur des thèmes
sur des thèmes différents, à l'exemple de la duplicité que Pierre-Benjamin Lafaille définit comme une fausseté odieuse par laquelle un homme se met sciemment en opposition avec lui-même, avec ce qu'il a dit ou fait, avec ce qu'il fait ou éprouve. De l'inconstance en amour, que le duc de la Rochefoucauld qualifie d'inconstance perpétuelle, de la noblesse de cœur ou de la magnanimité qui donne à l'aigle royal la force de prendre de la hauteur, de pardonner ses détracteurs et de ne pas tenir compte des attaques lâches et sauvages, des proies de maigre pâture, des mouches de basse altitude ou des fripons de bas étage. Bref, ce livre aborde un chapelet de thèmes presque entièrement liés à la nature humaine que Benoît Mondelengolo peint avec l'œil exercé du collectionneur de maximes, de l'homme prudent, mieux, du philosophe politique. Grand A, l'épilogue. Dans une mise en scène, que dis-je, un épilogue qui n'est en réalité qu'une démarche comparative, théâtralement échafaudée, pour aider le lecteur à comprendre les causes des tragédies politiques au Congo, Benoît Mondelengolo utilise comme prétexte les derniers instants à vivre d'un patriarche centenaire, témoin oculaire de l'histoire contemporaine de la République du Congo, devenu malvoyant du fait du poids de l'âge, pour savoir, 16 ans après publication d'un texte tiré d'une communication faite en l'an 2000, si les choses se sont améliorées ou empirées dans son pays. Dans un style qui lui est propre et familier, Benoît Mondelengolo fait revenir plusieurs fois de suite la phrase ci-après. « Si c'est toujours pareil, viens mon petit-fils, viens me le confirmer à l'oreille, au seuil de ma mort, toi qui es le premier fils de ma première fille. » Dans le même élan comparatif, Benoît Mondelengolo nous remémore deux discours d'investiture du président Denis Sassou Nguesso, celui du 14 août 2009 et celui du 16 avril 2016. Autant ce geste a le mérite de recommander avec insistance la conduite exemplaire, la bonne éthique, la conversion à la religion du travail, bref, le changement de mentalité exigé par le président Denis Sassou Nguesso dans son discours d'investiture du 14 août 2009, autant ce geste démontre implicitement que 7 ans après le discours du 14 août 2009, les choses n'ont pas vraiment changé, que les mentalités sont restées les mêmes, d'où la nécessité de la rupture, diraient certains. Conclusion, je puis vous dire, sans grand risque de me tromper, que des auteurs comme Benoît Mondelengolo sont des oiseaux rares, dans la mesure où leur indépendance intellectuelle, leur non-conformisme académique, leur caprice artistique, leur estime de soi, leur bravoure, leur taquinerie, leur plaisanterie, leur amour de la sagesse, mais aussi leurs idées constructives, leurs pertinentes analyses, leur avant-gardisme ou leur génie créatif, non seulement font avancer la science littéraire ou contribuent au développement de l'histoire de la littérature, mais encore sèment des pépites de sagesse ou de lumière dans l'esprit des lecteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramsès Kongolo. Vous avez, comme nous, apprécié la profondeur analytique de ce virtuose de la littérature congolaise, qui était encore un bourgeon, mais qui devient un élément puissantien, un élément essentiel de notre littérature, tant est que dans son mot, dans son analyse, dans sa pénétration dans tous les sens de l'œuvre de Benoît Mondelengolo, il en a relevé 3 grandes parties. La première parlant de l'implicite et de l'anticipation, la deuxième l'écritage du snowcrack et la troisième le fonctionnement du snowcrack. Nous retiendrons qu'il a parlé d'un habile escrimeur, d'un virtuose dans l'espièglerie et d'un maître renard à lire ce que l'auteur lui a proposé. Et en décryptant le snowcrack, il a parlé d'un enchevêtrement des genres littéraires, en parlant d'une écriture marginale, d'un anticonformisme littéraire, être ou ne pas être, et d'une pathologie littéraire. J'ai pris peur. Je me suis dit, finalement, il n'y a plus rien de littérature, il n'y a plus rien de littéraire dans l'œuvre de Benoît Mondelengolo. Alors, il a gardé le nec ultra à la fin pour dire, dans le fonctionnement du snowcrack, ce qu'il en a
relever de substantiel et de substantifique moelle, notamment pour conclure que Benoît Mondélégolo était un perfectionniste et ce qu'il nous offrait, c'était une merveilleuse acoustique des mots. Et là, il a raison. Pour ceux qui vont découvrir aujourd'hui, ils vont en avoir le cœur net comme Benoît, comme Ramsès Bongolo vient de le dire. Dans la grande partie, les 100 textes, il a parlé du dévoilement de la nature humaine et du courage léonin, si tant est que ce qu'il a dit, il fallait avoir les griffes. Il a sorti ses griffes, non pas pour déchirer la nature humaine, mais pour la présenter telle qu'elle est devant lui, devant nous, mais aussi en apportant une certaine thérapie, parce qu'il a proposé la conduite contraire des conduites dénoncées supra. Enfin, le mot de Ramsès conclut que nous avons affaire à une espèce rare, un oiseau rare, tant son indépendance intellectuelle, son amour de la sagesse viennent de nous produire quelque chose de merveilleux. Et lui, il se réclame, il ne s'en cache pas, demain être l'émule de Benoît Mondélégolo. Merci beaucoup Ramsès de faire en sorte que le pionnier du snowcraft cède le témoin à plus jeune. Je vous souhaite bon vent en demandant à Dieudonné Nkwamou, critique littéraire, de dire comme vous, mais de dire différemment que vous, parce que je sais quelle est la dose littéraire du docteur Dieudonné Nkwamou. Vous voudrez bien servir le plat que vous avez réservé à la fois à l'auteur pour lui faire un bel hommage de vous avoir choisi, mais surtout à ceux qui n'ont pas eu comme vous la chance d'écouter cet ouvrage. Je vais donc faire ma lecture, après ces trois grandes lectures. Et je vais m'appuyer sur une partie de l'œuvre avant de vous projeter dans l'ensemble. Cette partie, c'est le prélude qui apparaît comme une introduction. Donc, je dirais que c'est cet ouvrage de Benoît Mondélégolo est finalement présenté comme un condensé constitué de maximes, mais aussi de quelques principes moraux que l'auteur essaye de partager avec ses lecteurs. Et la structure de l'œuvre répond à une charpente qui est constituée de trois parties. Donc il y a le prélude, il y a le corps du texte qui compte 100 textes, et la troisième partie qui est une sorte de conclusion qu'il nomme épilogue. Dans la première partie, donc, le prélude, nous avons un point A et un point B. Et dans le point A, intitulé « Curiosité culturelle chez les Mboshi », un fair play chevaleresque, le romancier, pour ne pas dire le poète romancier, parce qu'il mêle aussi bien la poésie que la prose, parle d'une pratique anecdotique. Il relève en fait que chez les Moshi, des garçons de la même génération pouvaient mutuellement s'insulter, se traiter de tous les noms d'oiseaux, se railler les défauts physiques et moraux, sans se sentir offensés, sans se haïr, sans être choqués, sans être aussi tentés d'en découdre, et sans rancune ni rancœur. Cette pratique est apparemment ludique, mais en réalité, elle semble une véritable philosophie de la tolérance, que Benoît Mondélégolo essaie de puiser dans la tradition Mboshi pour la partager avec ses lecteurs. Je dirais donc que cette pratique, que Benoît Mondélégolo qualifie de curiosité culturelle et de fair play, est loin d'être anodine. Elle semble une véritable philosophie. Une philosophie de l'acceptation de soi, une philosophie de l'acceptation de l'autre, mais aussi une philosophie de l'acceptation de la différence. Elle est vraisemblablement une méthode psychothérapique
qui consiste à se décharger des émotions en extériorisant certains sentiments étouffés. Elle est aussi un moyen de se découvrir, ou du moins de découvrir mieux ce qu'on est, de se connaître soi-même, de connaître les autres. Elle permet finalement de découvrir ses propres défauts, de les corriger, ou du moins de corriger ce qui peuvent l'être, et de transcender ce qui ne peuvent être corrigés. Au-delà donc de l'insulte et de la raillerie, on peut aussi voir dans cette pratique une sorte de dérision de l'injure et du défaut, une sorte de stratégie qui consiste à banaliser pour ne pas en souffrir, ou à rire pour ne pas en mourir, les défauts des uns et des autres. Ce jeu de l'insulte et de la raillerie mutuelle est donc peut-être une sorte de catharsis, c'est-à-dire une épuration des passions. Si les joueurs ne se battent pas, ne se haïssent pas, ne ressentent ni la rancune ni la rancœur, c'est peut-être parce que, en jouant à l'insulte et à la raillerie, ils se libèrent de leurs émotions et éprouvent un allègement accompagné de plaisir, comme le dirait Aristote. Le fait que cette anecdote constitue le texte d'ouverture de l'œuvre de Benoît Mondele Ngolo n'est certainement pas le fait du hasard. C'est un texte qui attire l'attention du lecteur et l'invite d'emblée au fair play. Il lui dit aussi implicitement que certaines paroles de cet ouvrage, donc l'ouvrage que nous avons ici à lire, sont certainement piquantes, mais que le lecteur devrait pouvoir supporter la douleur, car c'est le but du jeu. Dans la deuxième partie, donc, le prélude, le grand B, intitulé « Entretien entre l'auteur et un jury composé de lectrices et de lecteurs imaginaires ». Benoît Mondele Ngolo nous présente en réalité une mise en scène. C'est une mise en scène où l'auteur est en face d'un jury composé de lecteurs et qui lui pose des questions sur son style, sur ses textes, sur les pratiques de son écriture, de ses textes littéraires. L'auteur semble donc engagé dans une lutte symbolique. Voyez, parce que finalement nous percevons une sorte de communication. Et l'auteur s'engage dans une lutte symbolique. Mais quelle est cette lutte? En quoi consiste cette lutte? En fait, la lutte consiste pour l'auteur à défendre ce qui semble pour lui un capital symbolique. Ce prélude devient, de fait, un prétexte pour parler des interrogations que suscite permanemment son style. L'auteur est agacé que tout le temps les gens reviennent sur cette question. Quel est ce style? Comment appeler ce style? Pourquoi écrit-il ainsi? Pourquoi donne-t-il cette forme à ses textes? Vous voyez? Et il trouve un prétexte d'un jury pour revenir sur la question et finalement pousser intelligemment le lecteur à une série de lectures faites par des spécialistes de la littérature, donc des critiques littéraires, des universitaires, des écrivains et bien d'autres lecteurs avisés. Et donc dans cette partie B, il recense ou du moins les avis de ceux qui ont fait une lecture objective de ces textes et qui ont dit ce qu'ils pensent de son style. Nous sommes là dans le problème soulevé par le professeur Kalima au début, qui est celui de la réception critique de l'œuvre. Et il choisit donc quelques-uns qui ont dit des choses certainement bonnes sur ces textes. Je vais prendre quelques éléments.
Il commence par Théophile Obenga. Pour ceux qui n'ont pas le livre, je vais lire là-dedans. Pour Théophile Obenga, Benoît Mondélé Ngolo n'est ni versificateur, ni prosateur, ni essayiste, ni dramaturge, mais bien tout cela à la fois. Voyez, son écriture brisée, fragmentée, combine à souhait des genres souvent distincts et séparés selon les critères académiques de la critique universitaire. Et Théophile Obenga conclut que c'est qu'en réalité Benoît Mondélé Ngolo obéit aux règles traditionnelles orales africaines. En dehors de Théophile Obenga, Benoît Mondélé Ngolo prend la pensée d'Antoine Hilla, qui dit ceci: Mondélé Ngolo est un auteur décidément trop atypique pour que la critique littéraire le range aisément dans une topologie octoriale définitive. Son œuvre se voudrait être à la fois polyphonique, polyforme, polygénérique et inscrit dans le même sens que l'auteur donne à sa propre existence, c'est-à-dire un homme libre qui semble s'être donné pour tâche de châtier les mœurs en riant. En dehors de M. Antoine Hilla, il cite Jean-Baptiste Attiloutar, l'un de ses préfaciers, qui dit ceci, je cite: Benoît Mondélé Ngolo a un style inclassable, mais en le lisant, nous pouvons faire, à travers le voile transparent de la fiction, une bonne lecture des situations concrètes. On peut penser au conte philosophique de Voltaire. Après Jean-Baptiste Attiloutar, vient un autre. Cette fois-ci, un écrivain, un dramaturge, qui n'est pas forcément critique comme Jean-Baptiste Attiloutar. Et cet écrivain, c'est Létembe Ambili, qui dit, je cite, Benoît Mondélé Ngolo manie avec maîtrise. Manie avec maîtrise et dextérité l'antithèse, la prosopopée, l'hyperbole, l'ironie et d'autres figures de rhétorique pour maintenir l'esprit du lecteur dans la perpétuelle apothéose d'un langage énigmatique et philosophique. Après Létembe Ambili, Benoît Mondélé Ngolo cite Mukala Kadimazouji, donc son éditeur, qui est aussi universitaire et critique littéraire. Il prend une partie d'une préface de Mukala Kadimazouji à un des livres de Benoît Mondélé Ngolo intitulé « Abattant rompu » où il dit « Toute œuvre littéraire se traite ses propres critères d'appréciation. Tenter d'aborder un texte sans tenir compte de ses spécificités, c'est faire preuve de myopie critique. » Enfin, il prend, c'est moi qui ai pris cet exemple parce qu'il cite d'autres, un écrivain camerounais nommé Kelman, qui dit, je cite, « L'art de Mondélé Ngolo ne sera point nègre, épuisant à la source de courants multiples, autant dans la versification de type stance que dans la maxime et le psaume ou le proverbe biblique. Il propose à l'humanité une contribution sienne, un progrès d'écriture. C'est en cela que le général, le grand commis de l'État, tutoie l'éternité. » Fin de citation. Bref, après ces avis et tant d'autres donnés par des lecteurs avisés, des universitaires, des critiques littéraires, des écrivains, Benoît Mondélé Ngolo espère mettre définitivement fin au débat que suscite son style atypique. Visiblement agacé par les questions des lecteurs sur ce style, l'auteur propose qu'on débatte du fond de ces textes plutôt que de leur forme. Au-delà de la problématique du style, la prise dans cet ouvrage des différents avis des universitaires, écrivains,
critiques et autres lecteurs est une manière pour Benoît Mondélé Ngolo de communiquer. Mais communiquer sur quoi? Sur son positionnement dans le champ littéraire congolais et africain. L'écrivain ne se contente donc pas de faire taire le débat sur son style. Il pose incidemment la problématique de la légitimation de son œuvre, ainsi que de sa propre reconnaissance par ses pairs. Les différents avis de lecture pris ici montrent que Benoît Mondélé Ngolo est un écrivain reconnu par ses pairs, puisqu'il cite des écrivains qui disent du bien de ses textes. Donc il est reconnu par ses pairs. Mais pas seulement. Il veut aussi montrer que son œuvre ne laisse pas indifférente la communauté scientifique, puisqu'il y a des universitaires, il y a des critiques littéraires qui en disent un mot. L'écrivain a donc acquis, dans le champ littéraire congolais et africain, un capital symbolique non négligeable, et il veut le faire savoir à ceux qui l'ignorent. Nous devons la notion de capital symbolique à Pierre Bourdieu, qui affirme que le capital symbolique est un crédit. C'est le pouvoir imparti à ceux qui ont obtenu assez de reconnaissance pour être en mesure d'imposer la reconnaissance. Et ce pouvoir, Benoît Mondélé Ngolo l'a acquis, comme tout grand écrivain, par ses universitaires, ses écrivains, ses lecteurs avertis, ses critiques littéraires qui le font exister en parlant de lui et de son œuvre en tant que porte-parole autorisé. À ceux qui s'interrogent encore sur son écriture et sur son statut, l'auteur demande implicitement de lire ses lecteurs avisés qui ont lu et écrit en toute objectivité sur ses œuvres. Qu'en est-il de l'épilogue? L'épilogue est constitué de 3 parties. Il y a un grand A, un grand B et un grand C. Le grand A est encore une fois l'usage subtil de l'imagination de Benoît Mondélé Ngolo. Il imagine donc un grand-père et son petit-fils. Le grand-père a 85 ans, fatigué et à cause de problèmes de vue, et dit à son petit-fils, observe la société et viens me rendre compte, viens me dire s'il y a eu des changements ou pas, parce que tel que je l'ai connu avant de perdre la vue, cette société n'inspirait pas confiance. Et le petit-fils vient 15 ans après, donc le grand-père a 100 ans, lui dire, finalement grand-père, ça a changé, au contraire, les choses sont empirées. Et le grand-père, désespéré, lance un cri où il demande à ce que le diable les emporte tous. Et il meurt. Mais en réalité, Benoît Mondélé Ngolo fait une lecture sociale, une lecture critique. Qu'est-ce qu'il analyse? Les mœurs politiques et les mœurs sociales. Et dans une période de 15 ans à 16 ans, il observe. Et ce texte lui sert de prétexte pour regarder si la société a évolué ou si elle a reculé. Et comme il sait le faire, il prend à côté donc de ce texte du grand-père qui meurt de désespoir, place 2 extraits du discours du président de la République, discours d'intronisation. 2 extraits dans lesquels le président fait exactement la même lecture de la société, avec des mœurs corrompues, et où il se donne comme tâche de corriger les choses et de pousser le peuple à l'amélioration. En réalité, même s'il ne l'a pas dit, Benoît Mondélé Ngolo voulait comparer son avis à celui du président de la République et demander à ses lecteurs s'il n'a pas raison d'écrire ce qu'il écrit. Au-delà donc de l'épilogue,
prélude et de l'épilogue, Benoît Montenegro pose dans l'ensemble de son texte le problème de la corruption des mœurs. La corruption des mœurs, tant sociale que politique. Mais il pose aussi d'autres aspects liés à la société et même au droit. J'ai retenu par exemple un élément sur la femme et la liberté de disposer de son corps. Mais en réalité, il pouvait tout simplement dire l'homme et la femme et leur liberté de disposer de leur corps. Est-ce que l'homme a le droit de disposer librement de son corps? Si c'est le cas, pourquoi la justice interdit-elle le suicide? Pourquoi la société oblige à l'homme de n'épasser la mort? Pourquoi les gens interviennent pour vous empêcher de mourir puisque vous avez le droit et la liberté de disposer de votre corps? Le nombre de s'est limité au corps de la femme, à cette femme libre qui dispose librement de son corps, mais il pouvait aller au-delà du corps de la femme. Il pose un autre aspect, celui de l'intellectuel, qui dit n'est pas forcément être un docteur, parce que l'intellectuel pour lui, ce n'est pas le docteur sorti de telle ou telle autre école, mais c'est peut-être celui qui est équilibré moralement. Et en réalité, au-delà de cette critique, il interroge l'intellectuel, y compris lui-même. Il raille l'intellectuel, en réalité, il se moque aussi de lui-même. C'est pourquoi, en conclusion, je dirais toute l'œuvre de Montenegro est une dérision. Une dérision. Il rit de tout, y compris de lui-même. Je vous remercie. Merci infiniment, Dr Mukwege. On retiendra dans votre propos l'analyse du prélude qui se focalise sur la nécessité du fair play, la culture de la tolérance entre les citoyens et après ce texte d'ouverture, le développement de l'essentiel de la muse du narrateur, de l'auteur. Cet essentiel vous a amené à montrer l'habileté dans la création littéraire, la lutte symbolique de l'auteur à défendre son style en utilisant habilement les membres d'un jury fictif, jury imaginaire, devant statuer autour de ce style. Et nous avons apprécié par les extraits que vous avez retenus que ces hommes de lettres ont finalement donné l'onction à l'écrivain Benoît Montenegro en prouvant qu'il avait du génie dans sa création et que l'on avait intérêt à taire toute polémique autour de son style parce qu'il avait droit de citer ce style. Enfin, vous avez chuté par l'épilogue en mettant en relief cet entretien entre